Russell Bennett fixait son fils de 6 ans, Noah, dont les yeux étaient écarquillés de terreur. Les petits doigts du garçon s'enfonçaient dans l'avant-bras de Russell. « Papa, on doit se cacher, maintenant », murmura Noah, sa voix tremblante. Russell s'agenouilla, le regardant droit dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il se passe, mon grand ? » « Ils viennent ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Je les ai vus dans le téléphone de maman. » Un frisson glacial s'installa dans le ventre de Russell. Vanessa était partie pour son voyage entre filles à peine 3 heures plus tôt. Sa valise Louis Vuitton bien emballée pour ce qu'elle prétendait être un week-end de détente dans un spa avec ses amis de la fac. Dans 2 semaines, c'était leur 15e anniversaire de mariage. « Montre-moi ce que tu as vu, Noah », dit Russell d'une voix calme. Noah le guida vers la chambre principale, là où Vanessa avait accidentellement laissé son ancien téléphone qu'elle disait pourtant cassé. Noah connaissait le code, l'année de naissance de Vanessa. Tellement évident que Russell en aurait presque ri. « Je voulais juste jouer à des jeux », expliqua Noah. Mais ces messages sont apparus. Russell fit défiler des dizaines de messages entre Vanessa et un contact enregistré sous le nom « Client Pro ». Le dernier message disait « Maison vide ce soir ». Russell n'a aucune idée. Le gamin sera couché à 21h. La mâchoire de Russell se crispa. 15 années de mariage, 2 enfants, une vie construite sur ce qu'il croyait être du solide. L'entreprise de construction qu'il avait montée à partir de rien les avait rendus riches, une maison de 5 chambres dans un quartier huppé, les vacances, les écoles privées. Pendant que Vanessa poursuivait une carrière en décoration intérieure qui, malgré son soutien financier et ses connexions, ne décollait jamais vraiment. « Noah, va chercher ta sœur. Dis-lui qu'on va jouer à un jeu spécial ce soir. » Lily, 8 ans, apparut quelques instants plus tard, se frottant les yeux. « Papa, qu'est-ce qu'il se passe ? » « On joue aux espions ce soir, » dit Russell en forçant un sourire. « Prenez chacun un petit sac avec vos affaires préférées, comme pendant les exercices d'urgence. Vous vous souvenez ? » Pendant que les enfants rassemblaient leurs affaires, Russell vérifia les caméras de sécurité via son application. La propriété semblait calme, pelouse bien taillée, garage triple, piscine à débordement illuminée. Rien d'inhabituel. Pourtant, Russell se dirigea vers son bureau, ouvrit le coffre-fort dissimulé derrière un tableau, un cadeau de mariage de son beau-père, et en sortit son Glock 19. Il ne l'avait pas touché depuis des années, mais ses gestes revinrent naturellement, il vérifia le chargeur, arme à l'arme. Son esprit revint à son enfance, une caravane en Pennsylvanie rurale, les déménagements incessants pour fuir les créanciers, la succession de compagnons violents de sa mère. Il s'était extirpé de cet enfer à la force des ongles. Son entreprise était sa rédemption, la preuve qu'il pouvait tout surmonter. Quand il avait rencontré Vanessa Pearson lors d'un gala caritatif, elle représentait tout ce qu'il avait toujours voulu, la classe, la stabilité, la légitimité. Son père, le sénateur Dal Pearson, n'avait jamais caché que Russell n'était pas assez bien pour elle. Mais Vanessa l'avait épousé malgré sa famille, enfin, c'est ce qu'il croyait. Il appela son employé et ami de confiance, Miguel Sanchez. Il décrocha au premier appel. « Patron, tout va bien ? J'ai besoin d'un service. » « Pas de question. Peux-tu me rejoindre à la cabane dans 1 heure ? Et amène ce spécialiste en sécurité dont tu m'as parlé. Celui qui ne pose jamais de questions. Compris. Tout va bien avec Vanessa et les enfants ? La voix de Russell se durcit. Rejoins-moi là-bas. Après avoir rassemblé les enfants et leurs sacs, Russell les conduisit au garage. Alors qu'il montait dans le Range Rover, un bruit de pneus sur le gravier attira son attention. Des phares balayèrent l'allée, un véhicule approchait. « Baissez-vous », ordonna-t-il aux enfants, qui se glissèrent sous les fenêtres. Grâce au flux de la caméra sur son téléphone, Russell observa une Audi noire, pas celle de Vanessa, se garer. Un homme en sortit, grand, athlétique, en costume coûteux. Russell le reconnut immédiatement. Anthony Walsh. Procureur du district. Étoile montante de la politique. Invité régulier à leur dîner.
l'homme que Vanessa avait présenté comme un vieil ami de la famille. Le doigt de Russell resta suspendu au-dessus du bouton d'ouverture du garage. Il aurait pu les confronter maintenant, Walsh, et tous les autres qui arrivaient. Avec son arme. Et sa rage. Mais le regard apeuré de Noah dans le rétroviseur lui rappela ce qui comptait vraiment. À la place, il fit marche arrière avec le Range Rover par la porte latérale du garage, sans allumer les phares, et s'éloigna de la maison. Alors qu'il tournait sur la route principale, une autre voiture les croisa, la Mercedes blanche de Vanessa. « C'est maman ?» demanda Lily en regardant par la fenêtre. « Oui, ma chérie », répondit Russell d'une voix dangereusement calme. « Mais on joue toujours à notre jeu d'espion, alors on ne doit pas se faire repérer. » Ses enfants n'avaient pas besoin d'assister à ce qui allait suivre. Mais lui, il ne laisserait pas cette trahison impunie. Russell Bennett s'était battu trop dur pour tout perdre, et il n'oubliait jamais ceux qui le trahissaient. Chapitre 2, les ombres de la trahison. La cabane des Bennett se trouvait sur un terrain boisé de 20 acres, au bord du lac Chadsworth, à 2 heures de la ville. Russell l'avait acheté 5 ans plus tôt comme investissement. Vanessa n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour la vie en pleine nature, même dans une cabane de luxe de 325 mètres carrés. Miguel les attendait déjà, accompagné d'un homme petit, sans particularité, aux lunettes cerclées de fils de fer. Il se présenta simplement sous le nom de Pike. « Les enfants peuvent dormir dans la mezzanine », dit Russell après les présentations. « J'ai mis Netflix à la télé là-haut. » Une fois Noah et Lily installés avec des couvertures et des dessins animés, Russell guida les hommes dans la pièce principale. De larges fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur le lac baigné de clairs de lune, mais Russell tira les rideaux avant de parler. « J'ai besoin d'informations, » dit-il en servant 3 verres de bourbon. « Tout ce que vous avez sur le procureur Anthony Walsh. Et son lien avec ma femme Pike. » Retira un ordinateur portable de son sac, c'était hier, Russell répondit tandis que Pike commençait à travailler. Russell expliqua la situation à Miguel, qui était avec lui depuis le début, depuis leur premier chantier de rénovation jusqu'à l'entreprise de développement immobilier valant plusieurs millions de dollars qu'il dirigeait maintenant. Walsh a des ambitions politiques au-delà du poste de procureur, nota Miguel. On dit qu'on le prépare pour une candidature au poste de gouverneur avec le soutien des Pearson, conclut Russell. Mes beaux-parents n'ont jamais pensé que j'étais digne de leur fille. 15 ans et Dal me présente toujours comme le mari de Vanessa lors de leur réception au country club. Quel est le plan, patron? Demanda Miguel. Russell fixa son bourbon. Je dois d'abord comprendre à quoi j'ai affaire. Mais je ne perdrai pas mes enfants et je ne me laisserai pas ridiculiser. Pike travailla toute la nuit pendant que Russell et Miguel mettaient au point une stratégie. Au matin, ils avaient une image plus claire et elle était plus laide que Russell ne l'avait imaginé. La relation entre Walsh et Vanessa n'était pas récente. L'analyse numérique montrait des communications datant de 18 mois, coïncidant avec la nomination de Walsh comme procureur. Mais plus alarmantes étaient les autres connexions que Pike découvrit, des transferts financiers du sénateur Pearson vers des comptes offshore liés à des sociétés écrans qui avaient récemment soumissionné contre Bennett Construction pour des contrats gouvernementaux majeurs. Ils ne couchent pas seulement ensemble, réalisa Russell. Ils essaient de détruire tout ce que j'ai construit. Les pièces du puzzle s'assemblèrent, les pertes de contrats inexpliquées, les obstacles réglementaires soudains, l'audit de routine du bureau du procureur général. Vanessa n'avait pas seulement trahi leur mariage, elle sapait activement ses moyens de subsistance. Votre femme a accédé à votre coffre-fort de bureau à domicile 2 fois le mois dernier, indiqua Pike en montrant des images de surveillance que Russell ignorait. Et il y a ça. Il fit jouer un enregistrement de la voix de Vanessa, papa est convaincu que le reclassement passera le mois prochain. Une fois que Bennett Construction aura obtenu le contrat du River District, tu auras tout ce dont tu as besoin. Les mains de Russell se crispèrent sur son verre au point que Miguel craignit qu'il n'éclate. Patron, s'il utilise votre entreprise pour monter un dossier, ce n'est plus une affaire commerciale, dit-il. Russell l'interrompit, c'est personnel. Walsh veut ma place, ma réputation et ma femme. Et mon beau-père exécute enfin son plan pour éliminer la honte de la vie de sa fille. Russell passa la matinée à passer des appels,
déplacer des actifs et activer des plans de secours qu'il avait mis au point des années auparavant mais espérait ne jamais avoir à utiliser. L'après-midi, il avait une compréhension plus précise du piège qu'on lui tendait. Ce soir-là, alors que les enfants jouaient près du lac sous la surveillance attentive de Miguel, Russell reçut l'appel qu'il attendait. Le nom de Vanessa apparut sur son écran. « Où es-tu » demanda-t-elle, sa voix mêlant colère et autre chose de la peur. « Et où sont mes enfants ?»« Mes enfants » nota Russell. « Pas nos enfants. Nous avons décidé de faire un camping, répondit-il calmement. Un moment père-enfant. Tu dois rentrer tout de suite, insista Vanessa. Il y a un problème avec le projet du River District. Anthony dit que Anthony, interrompit Russell. Tu veux dire le procureur Walsh? Un silence confirma tout. Russell, je t'en prie, dit-elle d'une voix plus douce, celle qu'elle utilisait pour le manipuler. Quoi que tu penses savoir. J'en sais assez, coupa-t-il. Dis à Walsh et à ton père que leur plan a un problème. Moi. Il termina l'appel et se tourna vers Pike, qui avait enregistré et analysé la conversation. Elle est chez toi avec Walsh et 2 autres personnes, confirma Pike en montrant des images satellites sur son ordinateur portable. Et il panique. Russell acquiesça. Bien. Phase 1 terminée. Et la phase 2, demanda Miguel. Russell sourit, mais ses yeux restèrent froids. Ils veulent utiliser ma famille contre moi? Voyons comment ils réagissent quand j'utilise leur propre stratégie contre eux. Chapitre 3, la première offensive. 3 jours passèrent dans la cabane. Russell maintint un blackout total des communications, laissant Vanessa dans l'incertitude pendant qu'il préparait sa contre-attaque. Les enfants, à qui on avait dit qu'il s'agissait de vacances surprises, profitèrent du lac et des activités en forêt, inconscients de la tempête qui menaçait leur famille. Au matin du 4e jour, Russell reçut la confirmation que ses premières actions avaient porté leurs fruits. Son avocate, Charlotte Winters, une tigresse en tailleur de créateur qui le représentait depuis son premier grand projet, lui envoya un simple message, dossier déposé. Juge Holden a signé. Audience d'urgence accordée pour vendredi. Russell avait déposé une demande de divorce et de garde urgente des enfants pour cause d'abandon et de problèmes de moralité. Le juge Holden était connu pour ses valeurs familiales traditionnelles et sa méfiance documentée envers l'influence politique, une combinaison parfaite, compte tenu de l'implication de Walsh et de l'interférence potentielle du sénateur Pearson. Votre femme a tenté 17 fois d'accéder au serveur de votre société, rapporta Pike en montrant le journal d'activité numérique. Et il y a eu une activité inhabituelle dans votre résidence. Les images de surveillance montraient des hommes dans des fourgonnettes sans marquage en train de retirer des objets du bureau de Russell. Walsh apparaissait sur plusieurs images, dirigeant l'opération tandis que Vanessa faisait les 100 pas en arrière-plan. Ils deviennent désespérés, observa Russell. Ce qui signifie qu'ils deviennent imprudents. Un appel d'un numéro inconnu les interrompit. Russell répondit en haut-parleur. Bennett? Sa voix était glaciale. Monsieur Bennett, ici l'agente spéciale Teresa Delgado de la division anticorruption du FBI. La voix de la femme était professionnelle, mais portait une note d'urgence. Nous devons vous parler concernant une enquête en cours. Russell échangea un regard avec Pike, qui traçait déjà l'appel, puis hocha la tête pour confirmer. Drôle de timing, agent Delgado. Je suppose que le procureur Walsh est impliqué dans cette enquête? Un moment de silence. Monsieur, je ne suis pas autorisé à discuter. Gagnons du temps, coupa Russell. Walsh utilise les ressources fédérales pour régler une vendetta personnelle. Vous devriez vérifier vos informations avant de participer à une accusation malveillante. Monsieur Bennett, nous avons des documents suggérant des irrégularités financières dans plusieurs contrats gouvernementaux attribués à Bennett Construction. Des documents falsifiés, corrigea Russell. Vérifiez les métadonnées de ces fichiers. Puis demandez-vous pourquoi un procureur d'État pousse une enquête fédérale sans suivre les voies réglementaires. Un autre silence. Comment le savez-vous? Je serais ravi de vous rencontrer, agent Delgado, dit Russell. Mais uniquement en présence de mon avocate. Et après avoir eu l'occasion de vérifier que vos preuves n'ont pas été altérées,
je vous suggère d'examiner qui a accédé à ces fichiers et quand. Après avoir mis fin à l'appel, Russell se tourna vers Miguel. Ils accélèrent leur calendrier, dit-il. Nous devons faire de même. Le lendemain, Russell laissa les enfants avec Miguel dans la cabane et prit la route pour retrouver Charlotte à son bureau. L'élégante avocate l'accueillit avec un sourire grave. Ils vont plus vite que prévu, déclara-t-elle en le conduisant vers une salle de conférence où des documents étaient étalés sur la table. Walsh a convaincu un grand jury d'examiner des mises en accusation, et ton beau-père a appelé quelques faveurs pour accélérer les choses. Et nos contre-mesures, demanda Russell. Le sourire de Charlotte devint carnassier. Déjà en cours. Ton ex-femme ne se doute pas que tu enregistres tout chez toi depuis 5 ans. Y compris ses conversations avec Walsh, dans lesquelles elle parle d'utiliser votre mariage pour obtenir l'accès à tes affaires. Russell avait installé un système de sécurité complet après une tentative d'effraction 3 ans plus tôt. Chaque pièce, y compris son bureau, était équipée de micros et caméras, avec des données sauvegardées sur des serveurs sécurisés auxquels lui seul avait accès. Et les comptes offshore qu'il avait fait tracer remontaient jusqu'au sénateur Pearson. Son assistant s'était montré coopératif quand on lui avait présenté certaines preuves. Russell hocha la tête. L'assistant de longue date du sénateur avait une faiblesse pour les jeux d'argent et les jeunes hommes, des informations que Russell possédait depuis longtemps mais n'avait jamais utilisées. Jusqu'à présent. Et les enfants, demanda-t-il. C'est ça qui compte le plus. Le juge Holden a examiné les preuves de l'abandon de ton épouse et de sa relation inappropriée avec Walsh. Compte tenu des circonstances, il est enclin à t'accorder la garde complète temporaire, en attendant l'audience finale. Ce soir-là, alors que Russell se préparait à retourner à la cabane, Charlotte lui remit une enveloppe scellée. C'est arrivé pour toi. Le coursier a refusé de la remettre à quiconque d'autre. À l'intérieur, une unique photo, on y voyait Vanessa, Walsh et le sénateur Pearson dans ce qui semblait être une salle de conférence d'hôtel, entourée de documents. Au dos, un mot griffonné. Certains d'entre nous n'oublient pas où vont leur loyauté. Tous les Pearson ne soutiennent pas cette vendetta. Vendredi, 21h. Pavillon au bord du lac. Russell reconnut l'écriture, celle de Thomas Pearson, le frère cadet de Vanessa, la honte de la famille, celui qui avait renoncé à la voie politique pour devenir artiste. Thomas et Russell s'étaient toujours bien entendus, unis par leur statut de marginaux au sein de la dynastie Pearson. Alors que Russell reprenait la route vers la cabane, son téléphone sonna. Vanessa. Nous devons parler, dit-elle, la voix tendue. Pour le bien des enfants. Nous parlerons vendredi. Au tribunal, répondit Russell. Tu te trompes complètement, Russell. Tu fais une erreur terrible. Non, Vanessa. L'erreur, c'est toi qui l'as faite. Tu as choisi le mauvais homme à trahir. Cette nuit-là, tandis que les enfants dormaient, Russell finalisa ses plans avec Miguel et Pike. Les informations promises par Thomas pouvaient bien être la pièce manquante du puzzle. Et si c'est un piège, demanda Miguel. Russell vérifia son arme. Alors, on sera prêt aussi. Vendredi arriva avec une sensation d'inévitabilité. Après l'audience, au cours de laquelle le juge Holden accorda la garde temporaire à Russell et gela plusieurs actifs contestés au grand choc visible de Walsh, présent en tant qu'observateur, Russell se prépara pour son rendez-vous avec Thomas. Reste avec les enfants, ordonna-t-il à Miguel. Si je n'ai pas appelé d'ici minuit, exécute le plan de secours. Le pavillon au bord du lac était désert lorsque Russell arriva. La brume flottait au-dessus de l'eau, dans l'air frais du soir. Thomas émergea des ombres, l'air bien différent de l'artiste insouciant que Russell avait connu. Son visage était tiré, inquiet. Il compte te faire arrêter lundi matin, lança-t-il sans détour. Walsh a fabriqué des preuves de manipulation d'offres et de pots de vin. Papa utilise tous ses réseaux. Pourquoi tu me dis ça? Ce sont tes proches. Thomas soutint son regard. Vanessa a franchi la ligne. Ce qu'ils font, ce n'est pas la justice. C'est de la persécution. Et, ces enfants t'aiment. Tu es un bon père. Il tendit à Russell une clé USB. Tout est là. Les vraies conversations.
Les vraies transactions. Walsh utilise les relations de papa pour éliminer des rivaux depuis des années. Tu n'es que la dernière cible. Pendant qu'il parlait, Russell remarqua un mouvement à l'orée du pavillon. On n'est pas seul, murmura-t-il. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Je te jure que ce n'est pas. Le coup de feu coupa court à sa phrase. Thomas se plia en deux, les mains sur sa poitrine, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise. Russell plongea derrière une colonne de pierre. 4 hommes s'avançaient, armes sorties. Ce n'était pas la police, pas d'annonce, pas d'insigne. Une exécution. Russell dégaina et riposta, blessant un assaillant à l'épaule. Il attrapa Thomas, ensanglanté, et recula vers l'eau, où il avait amarré une petite embarcation comme voie de secours. « Tiens bon », dit Russell en l'aidant à monter dans le bateau. « Qui les a envoyés ?» Thomas toussa, du sang perlant à ses lèvres. « Pas Vanessa. Elle ne sait pas, jusqu'où ils sont prêts à aller. » Russell démarra le moteur, s'éloigna à toute vitesse de la rive tandis que des balles sifflaient derrière eux. Le pavillon s'effaçait dans l'obscurité, mais Russell le savait. Ce n'était que le début. La vraie guerre ne faisait que commencer. Chapitre 4 Lien de sang. La Planque, à la périphérie de la ville, était autrefois une propriété saisie que l'entreprise de Russell avait rénovée, sans jamais l'inscrire dans les registres. Modeste, loin du luxe de la demeure qu'il partageait avec Vanessa, mais totalement sécurisée, introuvable. Thomas Pearson reposait sur un lit de fortune dans la chambre d'amis, respirant difficilement. La balle avait raté son cœur, mais perforé un poumon. Le contact de Russell, un ancien infirmier de combat travaillant désormais pour cache et discrétion, l'avait stabilisé, mais averti. Il n'y survivra pas une journée de plus sans soins hospitaliers. Russell lui tendit une enveloppe épaisse de billets. Tu peux organiser un transport, quelque part où on ne posera pas de questions. Le médecin hésita, puis acquiesça. Je connais un endroit. Une clinique privée. Paiement uniquement en liquide. Pas de déclaration. Mais ce ne sera pas donné. L'argent n'est pas le problème. Après le départ du médecin, Russell s'assit près de Thomas, qui dérivait entre conscience et délire. Lors d'un moment de lucidité, Russell demanda. « Pourquoi tu m'as vraiment aidé ?» Le visage blême de Thomas se crispa. « Lily, elle a mes yeux. » Des yeux perçants. Il toussa. « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ?» Le choc frappa Russell comme un coup de massue. Il fixa son beau-frère, la vérité se dessinant lentement sur ses traits. « Lily est ma fille », confirma Thomas d'une voix faible. Une nuit, il y a des années. Vanessa était furieuse contre toi. Elle est venue à mon atelier, voulait te blesser là où ça ferait le plus mal. Russell revit ses 8 années en arrière, le contrat majeur à Dallas, ses absences prolongées, Vanessa distante à son retour. Il avait mis ça sur le compte du stress. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que Lily mérite mieux que Vanessa, murmura Thomas en agrippant le poignet de Russell avec une force insoupçonnée. Et parce que tu as été un vrai père pour elle. Mieux que moi. Cette révélation aurait dû anéantir Russell. Au contraire, elle fit naître en lui une clarté nouvelle. Lily était sa fille. De toutes les façons qui comptent. Le sang n'y changeait rien. Il l'avait élevée, aimée, modelée. Tout comme son propre beau-père l'avait fait pour lui, après l'abandon de leur famille par son père biologique. « Est-ce que Walsh sait ?» demanda-t-il. Thomas secoua la tête. Personne ne sait. Sauf Vanessa. Et maintenant, avant que Russell ne puisse répondre, son téléphone vibra, un message de Pike. FBI à la résidence principale. Walsh présent avec mandat. Simultanément, un appel entra, Miguel. Patron, on a un problème. Quelqu'un a localisé votre téléphone. Il y a du mouvement sur la route d'accès au chalet. Russell bascula en mode tactique. Faites sortir les enfants. Plan d'extraction d'urgence, immédiatement. Il se retourna vers Thomas. On va vous transférer à la clinique dans l'heure. Cet endroit n'est peut-être plus sûr. Thomas lui agrippa le bras. La clé USB. Elle contient tout.
mais Walsh a un contact au bureau du procureur fédéral. Lawrence Drake. C'est lui qui pousse l'affaire. Russell acquiesça. Reposez-vous. Je m'en occupe. Après avoir organisé le transfert de Thomas, Russell détruisit son téléphone et passa sur un des téléphones jetables qu'il gardait prêt. L'attaque au pavillon avait tout changé. Ce n'était plus seulement une tentative de détruire sa réputation ou de lui prendre son entreprise. On voulait l'éliminer. 2 heures plus tard, Miguel arriva dans une planque secondaire avec Noah et Lily, endormis et désorientés. « Où sommes-nous, papa ?» demanda Lily, les yeux lourds de fatigue. Russell sentit la douleur dans sa voix. « Une autre étape de notre aventure, » dit-il en dissimulant le chaos créé par les révélations de Thomas. « Vous êtes très courageux tous les deux. » Une fois les enfants installés, Miguel fit son rapport. Ils sont venus en force. 4 SUV. Plusieurs hommes. Pas des flics, des pros de la sécurité privée. Ils ont fouillé le chalet, puis sont partis en le trouvant vide. Le traceur, on l'a laissé sur un camion partant vers le nord. Ça devrait nous donner un répit. Russell hochait la tête, pensif. Pike a-t-il bien récupéré les données du serveur avant la perquisition? Tout est en sécurité. Mais ils ont gelé vos comptes, pro et perso. Charlotte se bat, mais... Peu importe. J'étais préparé. Depuis des années, Russell entretenait des fonds d'urgence en or, crypto et liquide. Une habitude née d'une enfance instable, que Vanessa jugeait paranoïaque. Et les documents des enfants? Récupérés. Passeport, certificat de naissance, tout est là. Russell consulta sa montre. Minuit approchait. On bouge à l'aube. J'ai besoin que tu apportes quelque chose à l'agent Delgado du FBI. Tu lui fais confiance? Non. Mais je fais confiance à son ambition. Pike a trouvé qu'elle a été 2 fois écartée de promotion, au profit d'hommes moins compétents mais mieux connectés. Elle utilisera cette affaire pour grimper, si elle pense que je peux gagner. Russell passa la nuit à préparer 2 dossiers. Le premier, un extrait sélectif de la clé USB de Thomas, suffisant pour mettre en doute Walsh et le sénateur Pearson, mais pas pour résoudre l'affaire sans lui. Le second, destiné à Charlotte, contenait des preuves accablantes du complot, y compris des enregistrements de Vanessa et Walsh prévoyant d'utiliser les enfants comme levier. À 5 heures du matin, Miguel partit remettre le dossier au FBI. Russell reçut un appel de la clinique, Thomas avait eu des complications. Il demandait à le voir. Quand Russell arriva, Thomas était presque inconscient, livide sous son masque à oxygène. « Tu l'as apporté » murmura Thomas. Russell sortit un dictaphone, comme promis. « Je dois faire une déclaration. Une confession légale. » Pendant 20 minutes, Thomas raconta tout, le complot entre Walsh et le sénateur Pearson pour ruiner Russell, l'attaque du pavillon, la vérité sur Lily. Sa voix faiblissait, mais sa volonté restait intacte. « Je connais mon père. Il s'arrêtera pas avant que Russell soit ruiné ou mort. Walsh est pareil. Le pouvoir, c'est tout ce qui compte pour eux. » En finissant, Thomas retira son masque, malgré les protestations de Russell. « Une chose de plus. Mon appartement. Un coffre derrière la copie de Jackson Pollock. Code, date d'anniversaire de Lily. Tout ce qu'il te faut est là. » Les alarmes médicales se mirent à hurler. Les dernières paroles de Thomas avant l'intervention des soignants furent: « Protège-la, Russell. Protège-les. » Thomas Pearson mourut à 6h42. Officiellement, complications liées à sa blessure. Mais Russell soupçonna autre chose. Quelqu'un s'était assuré qu'il ne témoigne pas. Alors qu'il quittait la clinique, son téléphone jetable sonna. Charlotte. Un mandat d'arrêt vient de tomber. Fraude, racket, obstruction. Ils disent que tu as enlevé les enfants. Ont-ils gelé les comptes offshore? Pas encore. Ton plan d'urgence tient. Et le juge Holden? Récusé. Il demande un autre juge. Audience lundi. Et Vanessa? Sa voix se durcit, elle joue les nerfs brisés devant la presse.
Walsh à ses côtés comme conseiller et ami de la famille. Pearson demande une cellule de crise multi-agence pour te retrouver. Fais en sorte que les enregistrements de garde parviennent directement au juge Holden. Dépose une requête d'urgence, menace contre la sécurité des enfants. Utilise la fusillade du pavillon comme preuve. Après l'appel, Russell alla à l'appartement de Thomas. Aucun signe de surveillance. Avec la clé que Thomas lui avait donnée des mois plus tôt, il entra et ouvrit le coffre. Une autre clé USB. Un journal manuscrit. Des documents légaux. Un test de paternité confirmant Thomas comme père biologique de Lily. Et un testament nommant Russell comme tuteur en cas de décès. Thomas s'était préparé. Il connaissait les risques de s'opposer à son père. Le téléphone sonna encore. Pike. Tu dois voir ça, dit-il, en voyant un lien vidéo. Conférence de presse. Vanessa en larmes mais digne, flanquée de Walsh et du sénateur Pearson. J'ai peur pour mes enfants. Mon mari est devenu paranoïaque, instable. Ses soucis professionnels ont affecté sa santé mentale. Il a pris mes bébés. Russell, si tu regardes, ramène Noah et Lily à la maison. Ils ont besoin de leur mère. Russell sentit la colère monter en lui. Walsh s'avança. Nous pensons que M. Bennett tente de fuir le pays avec les enfants. Tous les aéroports et frontières sont alertés. Pearson prit la parole, en tant que père et grand-père, je suis bouleversé. J'offre $100 000 pour toute information menant au retour de mes petits-enfants. Une mise en scène parfaite. Mère inquiète. Autorité solidaire. Grand-père généreux. Mais ils avaient fait une erreur. Ils ne savent pas que Thomas est mort. Et encore moins ce qu'il m'a dit. Il était temps de changer les règles. Astérisque astérisque chapitre 5, Pion et roi astérisque astérisque. La prochaine manœuvre de Russell demandait une synchronisation précise. Après avoir installé les enfants chez la sœur de Miguel, institutrice à la retraite vivant en autarcie dans les montagnes, il se prépara à utiliser les preuves de Thomas. Il pense que je vais fuir, dit-il à Miguel lors d'un appel vidéo sécurisé. Alors je vais faire l'inverse. J'entre par la grande porte. Tu sais que c'est suicidaire, répondit Miguel, inquiet. Pas si on contrôle le récit. Tandis que Charlotte montait les défenses juridiques, Russell arrangea une rencontre qui allait tout changer. Teresa Delgado, l'agente du FBI qu'il avait contactée en premier, accepta un rendez-vous. Lieu choisi par Russell, un marché fermier bondé, dans le comté voisin. Russell arriva en avance, postant des guetteurs anciens militaires de ses chantiers de construction, puis attendit. Delgado arriva seul, Jean et veste légère. Mais ses agents identifièrent son arme et 2 autres agents en civil en position. Audacieux, Monsieur Bennett, dit-elle en examinant des tomates bio, parlant à voix basse. La moitié des forces de l'ordre vous cherchent, et vous venez ici, seul. Sans renfort du FBI ou des marshals locaux, nota Russell. Intéressant. Son visage resta neutre. Disons que j'ai des questions sur la manière dont ce dossier est arrivé sur mon bureau. Walsh a court-circuité les procédures pour faire appel au fédéral, dit Russell. Grâce à sa relation avec Lawrence Drake. Les yeux de Delgado s'élargirent légèrement. Information confirmée. Vous semblez bien informé pour un fuyard. Je ne fuis pas. Je protège mes enfants de ceux qui ont tué Thomas Pearson. Il lui tendit une enveloppe scellée. Analyse numérique des preuves contre moi. Créée après ma demande de divorce. Il ajouta une clé USB. Vidéosurveillance de la fusillade au pavillon. Vous y verrez 4 tueurs professionnels visant moi et... Thomas Pearson Delgado prit soin de mettre les 2 objets dans sa poche. Pourquoi venir me voir? Parce que votre enquête sur le cas de corruption du développement Westlac l'année dernière montre que vous suivez les preuves et non la politique, et parce que vous avez été ignoré pour une promotion à 2 reprises malgré votre taux de clôture de dossier supérieur. Maintenant, son expression montrait une réelle surprise. Vous avez fait vos devoirs. J'ai construit une entreprise prospère dans un secteur concurrentiel. La recherche est essentielle. Russell vérifia sa montre.
Vous avez 48 heures pour vérifier ce que je vous ai donné. Après cela, des arrangements alternatifs seront mis en place. Des arrangements alternatifs? Disons simplement que certains médias et comités de surveillance du Congrès recevront des paquets complets, mais cela compliquerait les choses pour tout le monde impliqué. Alors que Russell se tournait pour partir, Delgado demanda « Où sont les enfants, monsieur Bennett ?» « En sécurité », répondit-il sans se retourner, ce qui est plus que je ne pourrais dire s'ils étaient avec leur mère. La prochaine phase exigeait que Russell exploite davantage les connexions qu'il avait établies au cours de ses 15 années d'expérience dans les affaires. Le soir même, il avait organisé une rencontre avec l'ancien associé en droit de Lawrence Drake, un homme ayant ses propres raisons de se méfier du procureur fédéral ambitieux, Martin Grave. Celui-ci accueillit Russell dans son bureau avec une expression sombre. « Vous prenez un risque énorme en venant ici. »« Aucun plus grand que celui que vous avez pris en me contactant, » répondit Russell. Le contact inattendu de l'avocat était arrivé plus tôt dans la journée, un message relayé par Charlotte indiquant que Grave avait des informations sur l'affaire contre Russell. Drake est compromis, déclara Grave sans détour, versant 2 doigts de scotch pour chacun d'eux. Il blanchit de l'argent à travers des investissements immobiliers pour Walsh et le sénateur Pearson depuis des années. C'est pourquoi il a sauté sur l'occasion pour faire avancer cette affaire. Il a besoin de se protéger autant qu'eux. Vous pouvez prouver cela. Grave glissa un dossier sur son bureau, contenant des relevés bancaires, des transactions immobilières par des sociétés écrans, des communications. Drake était négligent quand nous étions partenaires. J'ai gardé des copies de tout comme assurance. Pourquoi m'aider maintenant? L'homme plus âgé tourna son scotch dans le verre, fixant le liquide ambré. Drake m'a évincé de la société que j'avais construite en menaçant de dévoiler les problèmes de dépendance de ma fille au comité d'éthique. Elle était en difficulté, volait des ordonnances à son médecin mari. Drake a utilisé ça pour prendre tout ce que j'avais travaillé. Les vengeances personnelles font des alliés motivés. Russell avait appris cette leçon dès le début de sa carrière. À minuit, il avait ce dont il avait besoin, des preuves documentées de la corruption du procureur, ce qui renforcerait l'enquête de l'agent Delgado et pourrait potentiellement transformer Drake en témoin coopératif contre Walsh et le sénateur Pearson. Le matin suivant apporta une nouvelle qui changea encore les dynamiques. La mort de Thomas Pearson avait été rapportée, attribuée à un accident de chasse, sans mention de blessure par balle ni de la clinique où il était réellement décédé. Le sénateur Pearson annonça lui-même la triste nouvelle, louant son fils bien-aimé et profitant de la conférence de presse pour renouveler ses appels à la recherche de ses petits-enfants disparus. L'histoire fabriquée confirma les soupçons de Russell. Il couvrait activement la tentative de meurtre au pavillon, ce qui signifiait qu'ils iraient jusqu'à tout pour empêcher que la vérité ne surgisse. Il était temps d'accélérer son plan. Charlotte organisa une audience d'urgence avec le juge Holden, fermée au public en raison de questions sensibles concernant des mineurs. Lorsque Russell apparut dans les bureaux du juge avec son avocat, les agents de sécurité du tribunal étaient prêts, ayant été personnellement briefés par le juge. « Monsieur Bennett », commença gravement le juge Holden, « vous comprenez qu'il y a des mandats d'arrêt à votre encontre ?»« Oui, votre honneur, et je suis prêt à y faire face après avoir assuré la sécurité de mes enfants. » Pendant 1 heure, Russell et Charlotte présentèrent les preuves de la conspiration contre lui, y compris le témoignage enregistré de Thomas Pearson sur son lit de mort, les connexions financières entre Walsh, le sénateur Pearson et le procureur Drake, ainsi que les documents de garde qui nommaient Russell comme tuteur légal de Lily après la mort de Thomas. Le juge Holden, un homme connu pour sa délibération minutieuse, prit une décision exceptionnellement rapide. Je prolonge l'ordonnance d'urgence de garde et je scelle tous les dossiers de cette affaire en attendant l'enquête sur ces graves allégations. Il fixa Russell d'un regard sévère. Cependant, monsieur Bennett, vous devrez vous rendre aux autorités pour répondre aux charges criminelles. Je comprends, votre honneur. Je suis prêt à me rendre au FBI, spécifiquement à l'agent Teresa Delgado, une fois mes enfants placés sous la garde protégée de ceux qui voudraient leur nuire. Le juge réfléchit un instant. J'arrangerai pour qu'un tuteur judiciaire soit nommé, sans lien avec aucune partie impliquée dans cette affaire. L'emplacement des enfants restera confidentiel, connu seulement de ce tribunal et des tuteurs nommés. Ce n'était pas idéal, mais c'était mieux que l'alternative. Russell accepta les conditions.
Alors que Russell quittait le tribunal par une entrée de service arrangée par le juge, le téléphone de Charlotte sonna. Son expression se ferma alors qu'elle écoutait. « Ils sont passés à l'attaque contre votre entreprise », rapporta-t-elle après avoir raccroché. Les régulateurs de l'État ont suspendu tous les projets de Bennett Construction en attendant l'enquête. Ils exécutent des mandats de perquisition dans vos bureaux en ce moment. Russell s'y attendait. Miguel s'en charge. Les plans de contingence sont en place. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était le reportage qui les accueillit lorsqu'ils atteignirent la voiture de Charlotte. Sur l'écran de son tableau de bord, les nouvelles de dernière minute montraient Vanessa, escortée de chez elle sur une civière, apparemment sédatée, Walsh informant gravement les journalistes que le stress de l'enlèvement de ses enfants avait provoqué un effondrement nécessitant une hospitalisation. Il prépare une défense pour insanité à son sujet, réalisa Charlotte. Si les preuves commencent à pointer vers son implication, ils diront qu'elle a été manipulée alors qu'elle était mentalement vulnérable. Russell regarda la scène avec un détachement glacé. Il s'adapte. Nous aussi. Ce soir-là, après avoir organisé le transfert des enfants vers les tuteurs judiciaires, Russell se prépara pour la phase la plus dangereuse de son plan. Il se rendrait à l'agent Delgado, en plaçant sa foi dans les preuves qu'il avait fournies et dans l'avantage supplémentaire qu'il avait préparé. Mais d'abord, il avait encore une carte à jouer. Utilisant une ligne sécurisée établie par Pike, Russell contacta Maria Pearson, l'épouse du sénateur depuis 40 ans et la mère de Vanessa. L'appel fut bref mais efficace. Le matin suivant, Madame Pearson avait retiré 50 millions de dollars des comptes familiaux et annoncé publiquement sa séparation du sénateur, invoquant des différences morales irréconciliables. Le timing ne pouvait pas être une coïncidence, ni le montant précis, correspondant exactement au transfert récent vers des comptes offshore liés à Walsh et Drake. Appartenant aux mêmes clubs exclusifs, ils faisaient leur mouvement. Russell comprit que Delgado devait avoir été écarté ou mise de côté. Un appel à Charlotte confirma ses soupçons. L'agence de la DEA prétendait avoir reçu une alerte anonyme liant Russell à du blanchiment d'argent à travers ses projets de construction, rapporta TL. Ils ont convaincu un juge fédéral d'émettre de nouveaux mandats de perquisition pour tous les associés connus et les propriétés. Alerte anonyme, répéta Russell avec sarcasme. Walsh devient de plus en plus désespéré. La voix de Charlotte prit un ton rare, marqué par une réelle inquiétude. Ils jettent tout ce qu'ils ont contre toi, en utilisant plusieurs agences, ce qui leur permet de prétendre à une confusion de compétences si quelque chose tourne mal pendant ton interpellation. L'implication était claire, ce n'était pas une opération d'arrestation, c'était potentiellement une élimination. Russell prit sa décision. Dis à Delgado que je reporte notre réunion. Envoie-lui les coordonnées pour le lieu 3 et Charlotte, active l'option nucléaire. L'option nucléaire était la dernière ligne de défense de Russell, un paquet de données complet contenant toutes les preuves de corruption, de tentatives de meurtre et de conspiration, prêt à être publié automatiquement aux grands médias, comités de surveillance et figures politiques rivales, si Russell ne rentrait pas un code spécifique toutes les 24 heures. Alors que Russell se dirigeait vers le nouveau lieu de rendez-vous, un entrepôt abandonné que son entreprise avait acheté pour la reconversion, Pike lui fournit des mises à jour sur les déplacements de l'équipe tactique. Il convergeait vers ses anciennes positions, toujours sans savoir où il se trouvait. L'agent Delgado arriva seul, comme prévu, son véhicule gouvernemental se garait discrètement à l'entrée de service. Russell l'observa à partir des caméras de sécurité alors qu'elle sortait de sa voiture, la main proche mais ne touchant pas son arme, prête à être dégainée. Elle porte un micro, confirma Pike après avoir vérifié la surveillance électronique. Comme prévu, répondit Russell. Laisse-la entrer. L'expression de Delgado montra sa surprise lorsqu'elle trouva Russell assis calmement à une table, des documents étalés devant lui. Tu es plus tôt que prévu, remarqua-t-elle en restant debout. Les circonstances ont changé. Des équipes tactiques sont en train de faire des raids sur des lieux associés à moi. L'implication de la DEA suggère que quelqu'un fabrique des liens avec des drogues pour justifier une approche plus agressive. Le visage de Delgado ne trahit aucune émotion, mais elle ne nia pas son évaluation. J'ai été informé de l'opération il y a 1 heure. Forces différentes, chaîne de commandement séparée. Pratique, observa Russell.
Le retrait du juge Holden et les nouveaux raids qui se produisent en même temps suggèrent une coordination à un niveau élevé. Pourquoi m'appeler ici Bennett si tu sais que je ne peux pas les arrêter? Russell poussa un dossier vers elle. Test de paternité de Thomas Pearson confirmant qu'il est le père biologique de Lily. Son testament légal me nommant tuteur, et surtout son témoignage détaillant la conspiration entre Walsh, le sénateur Pearson et Lawrence Drake. Delgado parcourut les documents, son professionnalisme vacillant un instant. Cela change l'angle de la garde, mais pas les crimes financiers pour lesquels tu es accusé. Vérifie le dernier fichier, ordonna Russell. Il contenait des relevés bancaires complets montrant comment Drake avait blanchi de l'argent à travers des transactions immobilières pour Walsh et Pearson, suivant le même modèle qu'ils avaient tenté de fabriquer contre lui. Delgado parcourut les preuves alors que son téléphone vibrait à plusieurs reprises. Elle le vérifia, de plus en plus inquiète. Tes équipes tactiques ont frappé des lieux vides, supposa Russell. Maintenant, ils se demandent où leur proie a disparu. Ce n'est pas un jeu Bennett. Des gens pourraient être blessés si ça dégénère. Ce n'était plus un jeu lorsqu'ils ont tenté de tuer Thomas Pearson et moi au pavillon, répondit Russell en se penchant en avant. Tu as le choix, agent Delgado, suivre les véritables preuves où elles mènent, ou faire partie d'une poursuite corrompue qui est en train de s'effondrer rapidement. Delgado le scruta pendant un long moment. Si je t'arrête maintenant, je peux garantir ta sécurité pendant le processus. Pas suffisant. J'ai besoin d'une garantie écrite de garde à vue séparée des établissements locaux où Walsh a de l'influence, et je veux confirmation que les enfants restent sous protection judiciaire, avec leur emplacement non divulgué. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle répondit en mode haut-parleur. Agent Delgado, c'est le directeur Kaplan. Votre localisation a été identifiée. Retirez-vous et retirez vos équipes tactiques, elles sont en route vers vous. Les ordres du directeur confirmèrent tout. L'opération n'était pas une arrestation légale, mais un moyen d'empêcher Russell de présenter ses preuves. Delgado prit sa décision. Monsieur, je suis avec le suspect maintenant. Ils seront pacifiquement avec des preuves considérables. Demande l'autorisation de... Ce n'était pas votre mission, agent, la coupa sèchement le directeur. Retirez-vous immédiatement, c'est un ordre. Après avoir mis fin à l'appel, Delgado rengaina son arme et détacha son insigne. Vous avez environ 10 minutes avant leur arrivée. Il y a un tunnel de maintenance qui mène à la route d'accès au fleuve. Je ne peux pas vous aider au-delà de ça. Russell saisit les preuves rapidement. Pourquoi risquer ta carrière? Parce que je suis devenu agent pour faire respecter la loi, pas pour aider des fonctionnaires corrompus à détruire des innocents, répondit-elle en lui tendant une carte de visite avec un numéro manuscrit au dos. Ma ligne personnelle. Lorsque tu seras prêt à venir sur des termes légitimes, appelle-moi directement. Alors que Delgado sortait par l'entrée principale, créant une distraction visible, Russell s'échappa par le tunnel de maintenance avec Pike. Ils atteignirent le véhicule de secours juste au moment où les premières unités tactiques encerclaient l'entrepôt. L'option nucléaire est toujours active, confirma Russell, tandis que Pike les éloignait de la scène, prêt à réagir. Si tu n'entres pas le code dans les 24 heures, tout tombe, dit-il, vérifiant son téléphone sécurisé. Un message de Charlotte annonçait que le juge Morris avait rejeté la demande de maintien de la garde à vue, une nouvelle audience étant prévue le lendemain matin à 9 heures pour déterminer le placement des enfants. Il se déplaçait plus vite que prévu, utilisant le système judiciaire pour reprendre le contrôle des enfants avant que Russell ne puisse déployer ses preuves. Nous devons accélérer, décida Russell. Contacte Miguel. C'est l'heure de la phase 3. La phase 3 était la contre-attaque la plus agressive du plan de Russell, une confrontation directe avec les conspirateurs eux-mêmes, pendant que les manœuvres légales se poursuivaient par l'intermédiaire de Charlotte. Russell se prépara à utiliser la seule chose que ses adversaires tenaient plus que tout, leur réputation publique. Les connexions qui s'étendaient au-delà des contraintes légales normales. La phase finale du plan de Russell s'attaquait à ces détails en utilisant les preuves de Maria Pearson et les témoignages de Thomas. Charlotte a déposé des requêtes pour mettre fin complètement aux droits parentaux de Vanessa sur la base des preuves de la conspiration contre Russell et de la mise en danger des enfants. En même temps,
Les contacts médiatiques de Russell ont reçu des colis anonymes contenant des preuves du rôle actif de Vanessa dans la conspiration, y compris des messages textes orchestrant la chronologie des fausses accusations et discutant de la manière de manipuler les enfants contre Russell. Le récit public a radicalement changé. Vanessa n'était plus perçue comme la victime, mais comme une participante active dans un complot corrompu. Ses conférences de presse pleines de larmes ont été contrastées avec ses propres paroles accablantes dans des messages textes et des conversations enregistrées. 3 jours après être entré sous protection fédérale, Russell a appris que Vanessa avait fui la clinique privée. Son emplacement était inconnu, mais des alertes de vols internationaux avaient été déclenchées pour tous les aéroports et postes frontières. Elle ne ira pas bien loin, assura l'agent Delgado lors de leur briefing quotidien. Ses comptes sont surveillés, son passeport est signalé. Russell n'était pas aussi certain. Elle a les ressources de son père et elle a prouvé qu'elle était plus calculatrice qu'on ne l'imaginait. Ses instincts se révélèrent juste cette nuit-là. Alors que Russell et les enfants s'installaient dans leur résidence temporaire protégée, une maison confortable sur une base militaire, les alarmes de sécurité se déclenchèrent dans toute la structure. « Restez avec les enfants », ordonna Russell à l'équipe de protection assignée, tout en se dirigeant vers la salle sécurisée désignée pour les urgences. À travers les caméras de sécurité, Russell observa la sécurité de la base intercepter un véhicule non autorisé à la porte principale. Lorsque les agents s'en approchèrent, le conducteur accéléra et franchit la barrière, menant la police militaire dans une courte course-poursuite qui se termina par la désactivation du véhicule grâce à une mesure de sécurité. Le conducteur était Vanessa. Comment a-t-elle trouvé cet endroit, exigea l'agent Delgado. Lors de son interrogatoire 30 minutes plus tard, la réponse émergea, elle avait placé un dispositif de suivi dans le dinosaure en peluche préféré de Noah, quelque chose de si personnel que Russell n'aurait jamais pu l'abandonner lors de leur déménagement. Elle a toujours été astucieuse, reconnut Russell lorsqu'on lui informa de ce détail. Juste pas aussi astucieuse qu'elle le pensait. La tentative désespérée de Vanessa pour atteindre les enfants fournit la preuve finale nécessaire pour mettre fin à ses droits parentaux. Le juge Holden, après avoir examiné le dossier complet du cas, y compris le dispositif de suivi et la brèche de sécurité de la base, émit un ordre permanent accordant à Russell la garde légale et physique exclusive des 2 enfants. Lorsque Vanessa fut confrontée au cas fédéral qui se construisait contre elle, elle fit une dernière tentative pour sauver sa situation, offrant de témoigner contre son père et Walsh en échange d'une réduction de peine. « Laissez-la », dit Russell aux procureurs fédéraux. « Elle mérite tout ce que la vie lui réserve après cela. » Grâce à la coopération de Vanessa, l'affaire fédérale se développa rapidement. En quelques semaines, le sénateur Pearson, Anthony Walsh et plusieurs associés furent inculpés pour diverses charges allant de la corruption et falsification de preuves à la conspiration pour commettre un meurtre. L'homme qui avait autrefois considéré Russell comme indigne de sa fille faisait maintenant face à la perspective de passer ses dernières années en prison fédérale. Chapitre 8, Reconstruction. 6 mois passèrent. L'affaire fédérale contre le sénateur Pearson, Walsh et leurs associés progressaient méthodiquement, de nouvelles charges étant ajoutées à mesure que de nouvelles preuves émergeaient. Plusieurs responsables impliqués dans le complot de corruption acceptèrent des accords de plaidoyer, renforçant ainsi l'accusation. Russell et les enfants demeuraient sous protection, mais avec de plus en plus de liberté à mesure que la menace immédiate diminuait. Noah s'adapta remarquablement bien, traitant leur situation comme une aventure prolongée. Lily, plus perspicace à son âge, posait parfois des questions difficiles sur sa mère et pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Parfois, les gens que nous aimons font de mauvais choix, expliqua Russell lors d'une de ses conversations, tenant sa fille près de lui. Mais cela ne change pas combien je t'aime. Je suis toujours ta vraie fille, demanda Lily, révélant qu'elle avait entendu des conversations qu'elle n'aurait pas dû. Russell plongea son regard dans le sien, les yeux de Pearson, l'héritage de Thomas, et ressentit le même amour intense qu'il avait toujours éprouvé pour elle. Tu as toujours été ma fille de toutes les manières qui comptent. Rien ne changera jamais cela. Pendant que les procédures légales se poursuivaient, Russell se concentra sur la reconstruction de Phoenix Development, la société qu'il avait créée en tant que plan de secours. Elle prospérait sous la gestion de Miguel. De nombreux anciens clients et employés de Bennett Construction avaient rejoint l'entreprise, loyaux à Russell plutôt qu'au nom de l'entreprise.
Charlotte travailla sans relâche pour débloquer les actifs de Bennett Construction, argumentant avec succès que ceux-ci avaient été saisis de manière illégale sur la base de preuves fabriquées. Avec le retour progressif de l'entreprise sous son contrôle, Russell commença à planifier l'avenir, un avenir où ses enfants seraient en sécurité et son héritage assuré. Le moment pivot de la transition de la crise à la reprise survint lorsque l'équipe de protection des témoins estima qu'il était sûr pour Russell et les enfants de déménager dans une résidence plus permanente. Ils ne pouvaient pas revenir dans leur ancienne maison à cause de trop nombreux souvenirs douloureux et de préoccupations sécuritaires, mais Russell avait acheté une nouvelle propriété via Phoenix Development. La maison, située sur un terrain boisé, avec des fonctionnalités de sécurité dissimulées dans sa conception architecturale, avait été supervisée personnellement par Miguel, intégrant toutes les protections sans sacrifier la chaleur nécessaire pour une maison familiale. Alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle vie, Russell reçut des nouvelles inattendues de l'agent Delgado, devenu leur contact fédéral principal. L'accord de coopération de Vanessa a été révoqué, lui annonça-t-il lors d'une mise à jour programmée. Elle a été prise en train de tenter d'avertir certaines cibles au sujet des actions d'enquête à venir. Laissez-moi deviner, dit Russell, sans surprise. Elle a essayé de protéger son père. En fait, non, Delgado consulta ses notes. Elle communiquait avec Anthony Walsh par l'intermédiaire d'un tiers, principalement des communications romantiques, mais elle partageait aussi des détails sur la stratégie fédérale. Cela confirma ce que Russell avait toujours suspecté, la relation de Vanessa avec Walsh était réelle, pas simplement une alliance politique. Dans son esprit, Walsh représentait le pouvoir et le statut qu'elle avait toujours valorisé plus que la loyauté ou l'éthique. Que va-t-il se passer pour elle maintenant ? Demanda Russell, plus curieux que préoccupé. Elle est accusée de complicité, sans le bénéfice de son accord de coopération. Les preuves des archives de Maria Pearson suffisent à justifier une peine importante. Russell acquiesça, ressentant rien d'autre qu'une pitié distante pour la femme qu'il avait autrefois aimée. Le sénateur Pearson, refusant un accord de plaidoyer et maintenant son innocence malgré des preuves accablantes, faisait face à un témoignage particulièrement dommageable de sa femme. Maria Pearson, qui avait émergé comme un témoin déterminant, décrivit des décennies à observer les activités corrompues de son mari tout en collectant des preuves. Sa présence digne à la barre contraste avec les dénégations de plus en plus désespérées du sénateur. Avec les procédures légales suivant leur cours inévitable, Russell se concentra sur la guérison, non seulement de ses propres blessures, mais surtout de celles de ses enfants. Il organisa une thérapie familiale avec un spécialiste en rétablissement après traumatisme, participa à chaque séance et créa de nouvelles routines et traditions pour remplacer celles entachées par la trahison. Noah s'épanouit dans sa nouvelle école, se faisant facilement des amis et excelling en sport. Lily eut plus de mal, se repliant parfois sur elle-même ou faisant des cauchemars, mais répondait progressivement à la stabilité et à l'amour que Russell lui offrait. Le jour de son 9e anniversaire, Russell lui offrit un cadeau spécial, une petite peinture que Thomas avait réalisée spécifiquement pour elle, retrouvée dans son atelier après sa mort. L'œuvre abstraite capturait quelque chose d'essentiel entre le père et la fille, des couleurs vibrantes émergeant de l'obscurité pour créer quelque chose de beau et de résilient. « Ton oncle Thomas a fait ça pour toi », expliqua Russell, utilisant le terme de relation qu'ils avaient adopté pour expliquer la connexion de Thomas à Lily. « Il voulait que tu l'aies quand tu serais plus grande. Mais je pense que maintenant est le bon moment. » Lily traça les coups de pinceau du bout de ses doigts. Ça ressemble à « regarder le monde après que la pluie s'arrête ». Russell hocha la tête, reconnaissant que l'intention artistique de Thomas était parfaitement capturée dans la perception de sa fille. C'est exactement ce qu'il voulait montrer, la beauté après les tempêtes. Alors que la fête d'anniversaire continuait avec Noah aidant avec enthousiasme Lily à ouvrir ses autres cadeaux, Russell réfléchit à leur parcours. La famille n'était pas conventionnellement parfaite, marquée par la perte, la trahison et des vérités douloureuses, mais elle était réelle et construite sur quelque chose de plus solide que les fondations fausses de son mariage. La semaine suivante, un développement attendu par Russell se produisit, le sénateur Pearson, face à des preuves accablantes et à la perspective de passer le reste de sa vie en prison, accepta enfin un accord de plaidoyer, 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle, en échange de son témoignage contre les conspirateurs restants. Anthony Walsh, voyant son patron politique l'abandonner, suivit rapidement,
acceptant 18 ans tout en essayant de déplacer la principale responsabilité sur le sénateur. Vanessa, sans le soutien de l'un ou de l'autre des hommes, ou d'un accord de coopération à elle, reçut 12 ans pour son rôle dans la conspiration, la falsification de preuves et les charges fédérales liées à sa violation de sécurité à la base militaire. Le chapitre juridique se refermait, mais pour Russell, une question importante restait en suspens. « Je veux la visiter », dit-il à Charlotte lors d'une réunion pour discuter de la dissolution finale de leur mariage. Avant qu'elle ne commence sa peine. Charlotte sembla préoccupée. « Est-ce sage ? Le divorce est finalisé, la garde est définitivement établie, toutes les affaires financières sont réglées en ta faveur. Il n'y a rien à y gagner. » Ce n'est pas une question de gain, expliqua Russell. C'est une question de fermeture pour moi, et éventuellement pour les enfants. La réunion fut organisée au centre de détention fédéral, où Vanessa attendait son transfert vers la prison pour femmes où elle purgerait sa peine. Elle entra dans la salle de visiteurs en combinaison beige, son apparence normalement parfaite diminuée par la vie en institution, mais sa posture portant encore les vestiges de la confiance liée au privilège. « Je ne m'attendais pas à te revoir, dit-elle en s'asseyant en face de Russell, une épaisse paroi de verre les séparant. Moi non plus, reconnut-il. Mais il y a des choses à dire, pour notre bien à tous les deux. Vanessa l'étudia, cherchant une faiblesse ou un sentiment, mais ne trouvant rien. Elle demanda, « Comment vont les enfants ?» Noah parle parfois de toi, Lily moins souvent. Elle a toujours été plus perspicace, remarqua Vanessa avec une touche de fierté. Elle sait pour Thomas, demanda Russell. Russell hocha la tête. Elle sait qu'il était son père biologique, mais que je suis son père dans tous les sens qui comptent. La composition de Vanessa vacilla brièvement. Je n'ai jamais voulu qu'elle le sache. C'était une erreur. Ce n'est pas une question de paternité de Lily, interrompit Russell. C'est entre elle et moi maintenant. Il s'agit de comprendre pourquoi. Vanessa prit un instant pour réfléchir, peut-être la première vraie réflexion qu'elle ait eue. Au début, c'était mon père. Il ne t'a jamais accepté, n'a jamais cru que tu étais digne de notre nom de famille. Il m'a toujours poussé à trouver un moyen de sortir sans l'embarrasser politiquement, et Walsh. Anthony représentait tout ce que mon père voulait pour moi, pédigré, connexion politique, ambition. Lorsque nous nous sommes retrouvés à ce gala, c'est ChatGPT. Était une question de pouvoir, pas d'amour. C'était une obsession pour moi, mais j'ai appris, lentement, que cela n'a pas fonctionné comme je l'avais prévu. Russell n'eut pas de réponse immédiate, mais cette confession semblait lui apporter une paix partielle. Ça ne me surprend pas. J'ai été aveuglée, dit-elle d'une voix rauque, par ce qu'il m'avait appris à valoriser. Je suis désolé que les enfants aient dû traverser tout cela. Russell se leva après un silence. Il est trop tard pour les excuses, Vanessa. Mais au moins, je crois que tu essaies. Et c'était tout ce qu'il pouvait espérer. Et Anthony vit une opportunité de se débarrasser à la fois d'un rival commercial et d'un ennemi politique, et Thomas faisait-il partie du plan de sa mort? La douleur traversa brièvement le visage de Vanessa. Je ne savais pas qu'il le ferait. Je n'ai jamais voulu que Thomas soit blessé. Quand j'ai entendu ce qui s'était passé, j'ai essayé de me retirer, mais c'était trop tard, ils avaient trop de pouvoir sur moi. Russell ne savait pas s'il devait la croire. Mais peu importe désormais. Je ne suis pas venu pour des explications ou des excuses, dit-il finalement. Je suis venu vous dire qu'en dépit de tout, les enfants vont bien. Je m'en assurerai. Et quand ils seront assez grands pour comprendre ce qui s'est passé, je ne les empoisonnerai pas contre vous. La vérité suffira. Le masque de Vanessa se brisa complètement, des larmes montèrent à ses yeux. Je t'ai aimé un jour, Russell, avant que l'ambition et le ressentiment ne corrompent tout. Je sais, répondit-il. C'est ce qui rend tout cela tragique, plutôt que simplement criminel. Alors que Russell se levait pour partir, Vanessa posa sa paume contre la vitre. Tu les emmèneras leur rendre visite un jour? Russell réfléchit un instant à la demande. Ce sera leur choix quand ils seront plus vieux. Je ne les empêcherai pas de te voir, mais je ne les forcerai pas non plus. Vanessa hocha la tête, acceptant la justesse de sa position. Tu es un meilleur parent que je n'ai jamais été.
Je vois ça maintenant, trop tard. Russell ne répondit pas au compliment, il dit simplement « Au revoir Vanessa ». D'un ton définitif, qui fermait 15 années d'histoire partagée. En sortant du centre de détention, sous le soleil éclatant, Russell ressentit un poids se lever, pas totalement, mais de manière significative. La conversation n'avait pas été une question de pardon, certaines trahisons étaient trop profondes pour cela, mais elle avait été l'acceptation de la fin d'un chapitre et du début d'un autre. Russell Bennett avait survécu à la conspiration pour le détruire, plus que survécu, il en était sorti plus fort, plus sage et plus déterminé à protéger ce qui comptait vraiment. La guerre était terminée, place à la paix, durement gagnée, imparfaite mais réelle. Chapitre 9, Héritage. 5 ans passèrent, transformant les blessures en cicatrices, encore visibles mais ne saignant plus. L'empire commercial de Russell ne s'était pas seulement remis, mais s'était étendu bien au-delà de sa portée initiale. Phoenix Développement avait absorbé les actifs réhabilités de Bennett Construction, créant une corporation diversifiée avec des intérêts dans le développement commercial, les communautés résidentielles et les projets d'infrastructure. Noah, désormais âgé de 11 ans, était devenu un garçon confiant et athlétique, excelling dans les sports d'équipe et ayant hérité des capacités naturelles de leadership de son père. Lily, 14 ans, montrait un talent artistique remarquable, l'héritage génétique de Thomas trouvant son expression à travers le soutien de Russell. Ses peintures avaient déjà remporté des concours régionaux, attirant l'attention des écoles d'art intéressées par son développement futur. La famille avait trouvé un nouveau rythme, leur maison résonnait de l'énergie des amis des enfants, des activités scolaires et des routines confortables créant une stabilité après le chaos. Russell avait eu quelques relations, Charlotte avait même tenté de le mettre en contact avec sa colocataire de fac, mais il restait principalement concentré sur ses enfants et la reconstruction de sa vie selon ses propres termes. Le sénateur Pearson était mort en prison, 3 ans après le début de sa sentence, d'une crise cardiaque selon les rapports officiels. Anthony Walsh continuait de purger sa peine, ses ambitions politiques anéanties à jamais. Vanessa restait incarcérée, bien que sa peine ait été réduite légèrement en raison de son bon comportement et de sa coopération dans les enquêtes suivantes. Russell avait tenu sa promesse concernant la relation des enfants avec leur mère. Lorsque Noah exprima le désir de rendre visite à Vanessa à son 10e anniversaire, Russell organisa cela sans préjugés ni découragement. Lily, quant à elle, avait décliné des opportunités similaires, disant simplement qu'elle n'était pas encore prête. Russell respectait autant l'une que l'autre des décisions. Le 5e anniversaire de ce que la famille appelait désormais le bouleversement trouvait Russell dans son bureau à la maison, en train de revoir les derniers plans pour le projet le plus ambitieux de Phoenix Développement à ce jour, un projet de rénovation urbaine à usage mixte, qui transformerait une section négligée de la ville en logement abordable, espaces verts et ressources communautaires. Miguel entra avec des rendus architecturaux pour la pièce maîtresse du projet, un centre communautaire d'art, qui porterait le nom de Thomas Pearson, en hommage à l'homme dont le sacrifice avait contribué à sauver Russell et les enfants. Le centre Thomas Pearson pour les arts, lut Miguel à partir de la plaque de dédicace proposée. Un hommage parfait, patron. Russell acquiesça, étudiant la conception qui intégrait des éléments du style artistique de Thomas dans l'architecture du bâtiment. Il méritait mieux que ce qui lui est arrivé. Cela garantit qu'il soit rappelé pour son talent, pas pour la corruption de sa famille. Tandis qu'il révisait les derniers détails, le téléphone sécurisé de Russell, une habitude qu'il avait conservée depuis la crise, annonça un appel entrant de l'agent Delgado, désormais promu assistant directeur. Someone give me the Stream Elements bot source code. I need to check something. Somebody give me the fucking chatbot API. Let me hook into this motherfucker. Grok, is this... Okay. Throw another one here. Okay. Getting a little off course. Why does he look weird? Ouch, man. Come on, man. That. Okay, I missed it. What's the 30 sub thing you're doing? Oh, DJ stream.
It's good. It's gonna be some time before I can even make that actually happen. So I have a lot of things I want to do for that. No, the 20 sub goal is sub emotes, which I still have not delivered on, which is why I'm like freaking out right now. We still only have one sub emote. Where the fuck is Ryan? That's a great question. Where the fuck is Ryan? Oh, another break? Oh, that's tough. Okay, chat. We've got another ad break incoming in about 3 minutes here. This is your friendly reminder to check on your crowd control coins. Re-up. If you're a sub, you should, ideally, be getting 50 coins for free. I actually haven't confirmed that that is the case, but that is the way I set the settings. Good, the entire chat is sub. The entire chat, plus some people who have come by like once, chatted, and then left, are also subbed. I didn't really need to throw that, did I? Please don't break. Okay. Okay, we gotta get over this mountain. These are so obnoxious. Oh my god, chat. He's capable of losing. I didn't bring my bed. Frick. Oh, Soda just lost 25k. God, man. One of these days, Soda is gonna go on a generational run and actually, like, surpass everyone. He's gonna touch the top. First place. And then he's gonna lose it all. God, I hate these fucking snowy top mountains. Dragon fight right now, by the way. Yeah, I haven't changed my title since I started the stream. Hey, we're actually kind of getting there, though. It's almost relevant again. Oh my gosh, Dylan. Hold on. I have to do this manually. I still had a bunch of coins. No, it wasn't me. Oh, you're right. It wasn't you. It was the unnamed. Why did I think that was Dylan? Thank you, Philip, for that. There is your points.